Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo d'avis et d'analyse consacrée aux épisodes 6 et 7 de la série animée d'anthologie What If, disponible sur Disney+. Et bien sûr, si vous comptez vous abonner à la plateforme, je vous invite à le faire en passant par le lien qui est disponible en description de la vidéo, puisque cela vous permet de soutenir la chaîne au passage. Allez, c'est parti. Deux épisodes de tonalités très différentes qui ont suscité apparemment des réactions diamétralement opposées en fonction des goûts et des attentes de chacun. Personnellement, j'ai préféré l'épisode 7, celui centré sur Thor, que j'ai trouvé très amusant, alors que l'épisode 6 avait certes de bonnes idées, mais il est resté quand même assez frustrant dans l'ensemble. L'épisode 6 propose plusieurs questions intéressantes qui permettent de saisir l'attention du spectateur. Essentiellement, il s'agit pour nous de comprendre ce que serait devenu Tony Stark, Eric Stevens et le monde si les chemins des deux premiers s'étaient croisés en Afghanistan. Et ce qui ressemble à un sauvetage fortuit n'en est pas un, on comprend que Killmonger savait précisément ce qu'il faisait en s'éloignant de son unité pour secourir Tony Stark, devenir son ami et utiliser son empire pour le mettre au service de ses propres projets. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette situation est doublement tragique. D'une part, on a un Tony Stark à qui l'épreuve de la capture, de l'éclat de shrapnel, de l'évasion a été épargnée, ce qui ne lui fait pas prendre le long chemin héroïque qui le mènera vers le sacrifice ultime pour le reste de l'univers. Car oui, quand Tony dit « Je suis Iron Man » en claquant des doigts à la fin de Endgame, il affirme bien que son parcours héroïque, que sa sublimation a abouti à ce miracle faisant d'un égocentrique un véritable héros sacrificiel. Et d'autre part, en débutant cet épisode, je pense que nous voulions tous savoir si Killmonger pouvait évoluer de façon positive et secrètement, la plupart d'entre nous espérions que la réponse serait positive. Et la réponse est oui, sans doute, Eric Stevens est capable d'évoluer, mais certainement pas au contact de ce Tony n'ayant jamais pu lui-même passer par la transformation de sa vision du monde au sortir de la caverne, même si c'est davantage celle de Platoon que de Platon. En réalité, au début de cet épisode, on n'assiste pas à un sauvetage, mais plutôt à une double condamnation. En effet, ce Tony Stark ne fait que conforter Eric Stevens dans sa vision des choses, dans le pouvoir, l'argent et la violence pour arriver à ses fins. À partir de là, ce qui est réussi et devient même fascinant dans le déroulement de l'épisode, c'est l'efficacité et le machiavélisme de Killmonger qui commence dès l'évincement d'Obadiah Stane pour gagner encore plus la confiance du génie milliardaire. Ensuite, on aura un joli clin d'œil à la passion de Michael B. Jordan pour les animés avec les mechas, sachant que l'armure de Killmonger est déjà un rappel de celle de Vegeta. Et puis cet épisode nous vaut quand même un affrontement entre Wakandais, notamment les Dora Milaje, et une armée de robots tout droit sortis d'un animé, et ça c'est totalement dans l'esprit What If. On remarque un clin d'œil visuel astucieux quand Killmonger porte le dernier coup de lance sur le mecha dans la signature Stark Industries. Il ne reste plus que Stark in Dust, Stark en poussière. Alors oui, peut-être que certains fans hardcore de Tony Stark seront déçus puisqu'il est tué à plusieurs reprises dans cette première saison de What If, mais il faut bien comprendre que cette version de Tony ne peut pas être aussi endurcie que celle qu'on connaît dans l'univers principal. Et on remarque quand même au passage qu'une blessure à l'épaule est une blague pour Sharon Carter dans l'épisode Zombie, mais elle devient ici mortelle pour Stark. Quoi qu'il en soit, la phrase la plus révélatrice de Killmonger dans l'épisode est certainement la suivante. La différence entre toi et moi, c'est que tu ne vois pas la différence entre toi et moi. Killmonger révèle qu'il reste profondément convaincu d'une nécessaire guerre raciale, celle que T'Challa avait su déjouer dans Black Panther. Et évidemment, voir et entendre Chadwick Boseman parmi les panthères du monde des esprits est particulièrement touchant, tout comme ce cercueil sur lequel est écrit Wakanda Forever, en rappel au cri de ralliement et bien sûr au titre de Black Panther numéro 2 qui sortira en 2022. Au fil de cet épisode et surtout du suivant, on a la confirmation de cette impression d'un Watcher de plus en plus proche, discernable, présent. Malheureusement, de mon point de vue, bien sûr, la grande faiblesse de cet épisode réside notamment dans son dénouement, qui est quand même très frustrant, d'autant plus dans un format anthologique. Et oui, on sait qu'on n'aura quasiment jamais de suite, ça paraît très clair. Et c'est très ouvert, alors certes on imagine ce que ça pourrait donner, cette alliance entre Shuri et Pepper Potts,
c'est sans doute un futur en forme d'armure féminine. On pourrait même rêver, imaginer d'y voir arriver en plus Riri Williams, alias Ironheart, d'autant plus qu'avec le fait dans l'épisode qu'on découvre que Tony a accès à tous les projets d'études apparemment des étudiants du MIT, c'est une petite piste, une petite fenêtre ouverte vers Riri Williams qu'on devrait a priori découvrir pour la première fois dans Black Panther numéro 2, ce qui fait plutôt envie. Passons maintenant à l'épisode 7 avec cette question fondamentale, que serait devenu, ou plutôt qui serait devenu Thor sans ce frère d'adoption, ce Loki, dont la série nous a appris que son rôle fondamental serait de permettre aux autres de devenir les meilleures versions d'eux-mêmes, et oui, sans les épreuves induites par cette collaboration parfois délicate avec ce frère à Asgard, qui serait devenu Thor. On compte plus de caméos visuels dans cet épisode que dans tous les autres, et il est hors de question que je vous liste tous les personnages qui sont apparus, même subrepticement, mais la plupart proviennent des films Thor et Gardiens de la Galaxie, ce qui vient prolonger cette idée d'une interconnexion de plus en plus forte entre ces personnages, et qu'on retrouvera un petit peu du moins dans Thor numéro 4. Alors apparemment certains ont détesté cet épisode, et la raison en est plutôt simple, c'est la subjectivité encore plus forte de l'appréciation de l'humour par rapport à celle du drame ou encore de la tragédie. De mon côté, comme je vous le disais en préambule, j'ai trouvé cet épisode 7 très distrayant, vraiment amusant. J'avais le sourire au visage, je me suis pas esclaffé, mais c'était quand même très agréable, un bon moment de divertissement, même si c'est vrai, il ne fait aucun doute que je lui préfère l'épisode très sombre, centré sur le Docteur Strange. Il faut avouer que l'arrivée à Las Vegas plutôt qu'en plein désert pose déjà l'ambiance. Outre les caméos, on a même une référence à Very Bad Trip dans lequel joue Bradley Cooper, qui assure, comme vous le savez, la voix de Rocket Raccoon, alias Lapin, qui dort encore dans la chambre. Et lorsque Thor danse, on peut se demander s'il s'agit d'une référence à la danse de Zemo dans la série The Falcon and the Winter Soldier, ou juste d'un mouvement basique qui lui ressemble un peu par hasard. Et pour rester dans le monde merveilleux des mèmes, on a Thor qui porte un toast dans un mouvement qui rappelle clairement celui de Gatsby le Magnifique, et ça, on s'est fait exprès. Et encore une fois dans la série, des références cheloues quand Thor va qualifier de hammerang le retour de son marteau comme un boomerang, on peut peut-être y voir un petit clin d'œil à un passage que Chris Hemsworth avait fait, je crois que c'était dans la section météo d'une émission australienne, je crois, c'est de mémoire que je vous dis ça, où il expliquait qu'il aimerait bien devenir Captain Australie. Voilà. Évidemment, le cercle de mégalithes de Stonehenge, c'est une référence à Thor numéro 2, quand Erik Selvig court tout nu et plus qu'à moitié cinglé. Parmi les personnages secondaires, j'ai bien apprécié l'apparition de Surtur qui drague la Statue de la Liberté, et Loki en mode géant du froid, qui avait un swag certain. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'arrivée de Captain Marvel pour contrer une fête géante qui menacerait la Terre est en soi déjà une blague, puisque Fury ne l'avait même pas appelé contre Ultron. Et bien sûr, on peut compter sur Darcy pour servir des références geeks à l'appel, en réagissant avec une réplique de Top Gun au choix de Goose comme nom pour le chat de Captain Marvel. Évidemment, elle s'attendait à un homme, puisqu'initialement c'en est un dans les comics, Captain Marvel, c'est un gars au début. Et puis référence méta encore dans le reproche fait à Carol Danvers de ne pas sourire, puisque c'est celui que certains emmerdeurs, on peut les appeler ainsi, avaient fait à Brie Larson à la sortie du film. De mon point de vue, le combat de Thor contre Captain Marvel est aussi cool que cartoon, on a un niveau de puissance plus élevé que dans les films, avec des coups qui les envoient d'un pays à l'autre, carrément. Et évidemment, Brock Rumlow voulait tellement balancer les missiles nucléaires, pas étonnant quand on connaît bien le bonhomme et son passif, et ses véritables allégeances. Et quand Thor se met à ranger le monde comme on rangerait une villa de riches américains en pleine fête étudiante, on a une référence à Superman 3 avec la tour de Pise redressée. Et on peut en profiter pour souligner que Christopher Reeve, mythique interprète bien sûr de Superman, aurait eu 69 ans ce samedi 25 septembre. Alors c'est vrai que Superman 3 c'est loin d'être un très bon film, c'est pas le meilleur pour lui rendre hommage, mais bon, l'intention est là. Et étant donné que je n'ai vraiment pas envie, je dois vous l'avouer secrètement, de savoir ce qui s'est véritablement passé entre Darcy et Howard le canard, eh bien autant nous concentrer sur ce final qui vient nous révéler un Vision ultra inquiétant, ultra puissant, une véritable rédemption pour ce personnage qui va peut-être enfin être à la hauteur de la menace qu'il a pu représenter dans certains comics, et donc une menace au niveau du multivers. Il a pu enfin fusionner avec le corps de Vision, et ça va être un sacré défi qui devrait peut-être, et même sans doute, couvrir les 2 derniers épisodes de cette première saison de What If,
puisqu'il nous reste donc les épisodes 8 et 9. Ce qui est frappant, c'est évidemment que le Watcher se révèle tout aussi surpris que Thor de cette apparition. Deux questions se posent toutefois, la première en référence à la série Loki, existerait-il un rapport entre la procédure de la TVA cherchant à identifier les robots qui sont dépourvus d'aura et le danger que représente cet Ultron. Alors honnêtement, je ne pense pas que ce fameux détecteur de robots à l'entrée de la procédure de la TVA pour leurs prisonniers ait un rapport avec cet Ultron, mais c'est quand même rigolo d'évoquer cette petite référence potentielle. Mais la seconde question qui me semble bien plus prosaïque et importante, c'est est-ce que les pierres d'infinité ne fonctionnent bel et bien que dans un seul univers, leur univers d'origine, comme la série Loki nous l'a appris, puisque si ce n'est pas le cas et si les pierres que porte cet Ultron ultra puissant ne sont pas que décoratives quand il change d'univers, eh bien il va falloir que le scénario nous l'explique, justement puisque cette spécificité dans Loki était très importante pour expliquer qu'au niveau du multivers, les pierres d'infinité c'était presque des babioles. On s'en servait comme presse-papier dans les bureaux de la TVA. Hop 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 là, avant que vous ne partiez, je tiens absolument à vous parler de la partie de jeu de rôle que je lance ce mardi 28 septembre en live à 20h30 sur ma chaîne Twitch. J'espère vraiment vous voir au rendez-vous. C'est un projet qui me tient à cœur et on y a mis des efforts, du sang et des larmes. Bon, j'exagère un petit peu, mais peut-être qu'il y aura du sang et des larmes du côté des personnages en tout cas. Donc si vous êtes curieux, si vous connaissez déjà les jeux de rôle, etc., eh bien je vous donne rendez-vous ce mardi 28 septembre, 20h30 sur la chaîne Twitch, et je réfléchirai pour ce qui est des replays, puisque bon, j'avais déjà fait un sondage pour voir si ça pouvait coller sur la chaîne YouTube ou pas. Ça c'est une question sur laquelle je vais statuer prochainement, mais je compte sur vous. Et bien sûr, n'hésitez pas à me donner vos ressentis sur ces épisodes 6 et 7 de What If en commentaire. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Sinon, je serai obligé de sévir. Et donc, je vous laisserai en compagnie de Surtur qui saura, je suppose, vous faire fondre de bonheur. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!